Chers amis, bonsoir. Bienvenue à Parlons peu, parlons bien, la nouvelle émission de Mwanzi TV. Ce soir, nous allons parler de Rutaka, qui veut dire en langue malgache un événement douloureux. Le massacre de 76, ou le Kafalam Djangaya, pour ceux qui parlent comorien. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler de ces événements, dans des chansons, dans des poèmes, ou même dans des expressions comoriennes, sans réellement se poser la question de savoir quels sont ces événements, les origines et les conséquences que ça a eu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous allons ce soir essayer de comprendre, de décortiquer et de relater avec le docteur Ibrahim Barwan, anthropologue, dramaturge et auteur comorien, que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir chez nous. Docteur Ibrahim Barwan, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie. Alors, les événements de 76, le Rutaka, qu'est-ce que c'est? Le Rutaka, c'est les massacres de 76 en langue malgache. Rutaka veut dire événement douloureux, hein. C'est un massacre. C'est massacre. Donc le mot Rutaka, ça veut dire massacre. Massacre. D'accord. Avant de rentrer précisément dans les actes, ce qui est les faits, pouvons-nous situer historiquement? À quelle époque? L'époque 76. Comment vivent l'océan Indien? Comment ça se passe? Alors, en 1976, dans l'océan Indien, nous sommes dans une période de guerre froide entre deux blocs et l'océan Indien là traverse un moment très important de son histoire parce qu'il y a des régimes révolutionnaires, de jeunes qui ont accédé au pouvoir, notamment à Madagascar avec Ratsirak, aux Seychelles avec le président séchellois, François Albert René, et il y a aussi au Mozambique Samora Massis Machel. Et il y a un contexte aussi interne comorien. Ali Souali accède au pouvoir réellement au mois de janvier 1976, et c'est un régime révolutionnaire qui est mis en place. Voilà en gros le contexte géopolitique cher au professeur Yves Lacoste. D'accord. Et économiquement, comment ça se passe? Alors, économiquement, c'est très difficile parce que là, les pays qui sont gouvernés par les régimes révolutionnaires subissent quand même un sort qui est difficile. Ils viennent de couper les relations avec la puissance tutrice ou colonisatrice française. Donc, en ce qui nous concerne, le régime révolutionnaire comorien traverse une période très difficile parce que la coopération technique, le domaine éducatif traverse vraiment des soubresauts qui sont difficiles. Et du point de vue malgache, comment ça se passe? Du point de vue malgache, là, l'État malgache n'est pas dans la zone franc. Donc, ce sont des régimes qui connaissent une situation compliquée, effarante. D'un point de vue économique? D'un point de vue économique. Hein. D'accord, donc là nous sommes historiquement et économiquement dans un entre-deux, quoi. Là, voilà. Il faut couper dans des zones de turbulence, de crises aiguës, à la fois politique et économique. Et d'un point de vue social, comment ça se passe? Il y avait des révolutions. C'est juste après la révolution. Comment vivent les populations respectives, aussi bien la population malgache que comorienne? Moi, je vais me contenter de parler de ce qui me concerne davantage sur le cas comorien. Aux Comores, le régime révolutionnaire qui commence à faire une rupture avec ce qu'il appelle le poids de la tradition, les pesanteurs sociales. Donc là, on a un régime qui est orienté vers, soi-disant, un schéma révolutionnaire qui met en cause les pratiques existantes de l'ancien régime. Donc c'est un régime qui s'oppose diamétralement à ce qui a existé. Donc on peut dire que c'est quand même une période d'instabilité, puisque économiquement, politiquement et socialement,
ne peut pas vraiment dire que c'était que ça se passe bien. Pas du tout. Hein. Là, le sort de ce pays est incertain. Hein. Là, c'est un pays livré à lui-même. Je vous ai parlé aussi de la coopération technique française. Les Français ont parti hein, au lendemain de l'accession des Comores à l'indépendance. Davantage quand Ali Swali aussi accède au pouvoir par le coup d'État du 3 août. Donc la situation est complexe et difficile. Historiquement, parce que là on a parlé des massacres de 76, pour ceux les plus jeunes d'entre nous qui savent pas vraiment ce que c'est des massacres des Comoriens qui ont eu lieu à Madagascar. Historiquement, qu'est-ce qui a fait que les Comoriens se retrouvent, ou une aussi forte communauté comorienne se retrouve à Madagascar à cette période-là? Alors, les Comores font partie hein, de l'océan Indien. Les Comoriens, c'est toute une tradition chez eux, ils voyagent, hein, c'est des pigeons voyageurs, et ils se sont installés à Madagascar, comme à Zanzibar, hein, Zingbar, la terre de Noir. Et ils se sont installés aussi à l'île de Bourbon, à La Réunion. Les Comores ont connu une histoire commune avec Madagascar, parce qu'il fut un temps où les Comores ont été rattachés à Madagascar. Avant 1946. Ce n'est qu'en 1946 qu'il y a eu cette, comment dirais-je, cette rupture. Voilà, est-ce qu'on peut parler de rupture? Séparation en tout cas. Oui, c'est détachement. Hein, je préfère le mot détachement des Comores par rapport à la grande île de l'océan Indien qui est Madagascar. D'accord. Donc ça, vous pensez que ça a favorisé l'installation de la communauté? Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui ont mis ce concept en place de rattacher les Comores à Madagascar, ils ont bien compris qu'il y a une forte communauté comorienne à Madagascar et surtout aussi à Majunga. Majunga, d'accord. Et la communauté comorienne à Majunga, comment vivait-elle aux côtés de la communauté malgache? Comment c'est? Alors, les Comoriens à Majunga, ce sont des gens qui étaient bien intégrés, hein, le mot est à la mode actuellement. Ils avaient quand même une façon de vivre, ils vivaient très bien à Majunga, ils pratiquaient leur islam dans cette ville du nord-ouest de Madagascar. Ils avaient leur mosquée à Mahabibo, dans des quartiers aussi comme l'Abattoir, Manga, Murafine, Tsararanu, etc. Donc ce sont des gens qui vivaient très bien, mais qui se démarquaient des Malgaches, parce qu'ils avaient quand même une façon de promouvoir leur existence. Des meneurs, ils étaient des meneurs, ils avaient des postes qui étaient importants à l'époque. Des postes politiques politiques, et même... oui, bien sûr, il y avait des postes politiques, et puis même dans des entreprises, ils étaient bien intégrés par rapport à d'autres. Malgaches qui vivaient à côté. À côté, ouais, c'est ça. Ok. Donc là, les deux communautés vivent bien, tout se passe bien, entre les Comoriens et les Malgaches à Majunga en tout cas, jusqu'au jour où il y a le problème. Quel a été l'événement déclencheur? Alors, là, ce que j'appelle un prétexte. Nous sommes le 19 décembre 1976. Un enfant malgache de la tribu Betrebak se présente dans une cour d'une famille comorienne et cet enfant est allé faire ses besoins à côté de la maison de la famille comorienne, et cela a créé une tension, et quelqu'un de la famille comorienne comment dirais-je, pris cet enfant, il l'a barbouillé de ses propres excréments, et cela a créé un tollé chez les Betrebaka, qui estimaient que c'est une atteinte à leur dignité, à leur propre culture, et c'est le début des événements tragiques de 1976. Les Betrebaka, je tiens à préciser, c'est une des tribus malgaches. Il faut savoir qu'il y a 18 tribus, c'est ça? Oui, il y a même une 19e. Hein. Le premier président malgache, Tsiranana, disait que les Comoriens de Majunga
représente la 19e tribu. Philbert Sira, nana. Donc, cet acte de la famille comorienne qui a barbouillé. Voilà, la personne qui a barbouillé cet enfant a créé quand même une tension entre la communauté comorienne et les Betzreba Baka. Là, tout à l'heure, avant de répondre, vous avez employé le mot prétexte. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a même assez lourd de sens. Oui, c'est-à-dire que avant le déclenchement des événements du Rutaka en 1976, il y avait des tensions. Il y avait ceux qui voyaient que les Comoriens occupaient des postes importants. Ils affichaient ce que d'autres nous ont confié lors de nos enquêtes en 92. Ils affichaient un mépris à l'égard des Malgaches. Ils se croyaient des Wapenzaka, c'est-à-dire des rois. Parce qu'ils avaient réussi. Oui, ils se croyaient réussir. Donc, il y avait, les tensions étaient très très fortes. Les relations ont été quand même détériorées à la veille de... D'accord, donc ça veut dire que même si vous avez dit au début les deux communautés vivaient côte à côte en paix, il y avait quand même des antécédents qui faisaient que au moindre incident ça pouvait... Ça pouvait exploser. Nous a raconté qu'il y a eu des histoires, mais qui ont été quand même canalisées. Voilà, ça n'a pas allé loin. Donc, on va revenir aux faits. Il y a le petit enfant malgache qui va dans la cour de la famille comorienne, qui fait ses besoins. Un membre de la famille comorienne barboue l'enfant avec les excréments. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, les Betzreba Baka ont dit que voilà, ils ne vont pas accepter cet acte. Il faut que cet acte soit sévèrement puni. Il faut que la personne qui a fait ça soit sévèrement sanctionnée. Et il y a eu Et la communauté comorienne, comment elle réagit? Oui, la communauté comorienne, les représentants de cette communauté ont essayé de trouver un terrain d'entente. Avec la communauté oui, pour trouver une voie de réconciliation chez les Comoriens. Ils ont un concept qui s'appelle le Mselehi, c'est-à-dire trouver une solution à l'amiable, pour ne pas que la situation dégénère. Et ils essayaient de proposer une médiation, de trouver une solution. D'accord. Et là, la solution qui a été envisagée, c'était de donner un zébu et de l'argent à la famille de l'enfant qui a été barbouillé. Mais les Betzreba Baka, c'est là où on voit un petit peu les arrière-pensées qui... Les Betzreba Baka ont dit que voilà, nous ne voulons pas ça. Ils ont monté les enchères jusqu'à ce que la voie de négociation était quasiment bloquée. D'accord, d'accord. Et pendant ce temps, les autres tribus, parce qu'il y a quand même 18 tribus, les autres tribus qui vivaient à côté, c'était quoi leur attitude ou leur comportement? Alors, complètement indifférents, ils avaient pris parti. Là, à Majunga, nous avons les Betzreba Baka, les gens du sud de Mada. Et nous avons aussi les Tantandri, qui sont du sud de Tuliar aussi. Qui sont venus s'installer. Oui, à Majunga. Nous avons les Karan, les Indiens, qui étaient à Majunga Bay, et qui sont toujours à Majunga Bay. Mais là où c'est difficile à comprendre, c'est que c'est le laisser-faire qui s'est manifesté pendant cette période. Justement, les gens n'ont pas réagi. D'accord, les autres tribus sont restées indifférents. D'accord. Mais on va, pendant le déroulement des événements, on va voir la réaction des autres, notamment des Tandrouilles, qui vont prendre le devant de la scène. Et là, il y a une question quelque chose qu'il faut quand même préciser. Le responsable de famille comorien qui a barbouillé l'enfant avec les excréments, savait-il que cela représentait quelque chose de grave ou d'aussi grave chez la tribu Betzreba Baka, ou c'est juste quelque chose qu'il a fait dans un accès de colère? Alors là, il y a deux versions. Il y a ceux qui disent qu'il l'a fait par colère, par un excès de colère, il était énervé, il a fait ce geste inapproprié. Et il y avait ceux qui disent que
il savait. Voilà. Il a fait ça pour Mais cette version, c'est une version plutôt malgache. D'accord. Venant des bêtes, Chaque voilà, sa version. Sa version. D'accord. Et l'enfant qui allait faire parce qu'il y a quand même, d'après ce qu'on entend, hein, la légende veut que l'enfant qui allait faire ses besoins dans la cour de la famille comorienne n'était pas allé une seule fois. Il y allait plusieurs fois. Peut-on penser que l'enfant ait été envoyé par la communauté Betsy-Rebecca, puisque ça parle au début de prétexte? Vous semblez pencher pour cette thèse. Est-ce que l'enfant a été envoyé dans le but de provoquer ce genre de problème, en tout cas? Peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais de provoquer la famille comorienne. Parce qu'il y allait une fois, deux fois, je veux dire, l'enfant pouvait bien faire ses besoins ailleurs. Après, on ne sait pas quel âge il avait, l'enfant, est-ce que... Cette thèse aussi a été avancée. L'enfant qui allait souvent faire ses besoins. Mais nous, ce que nous avons recueilli sur place, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui n'acceptent pas cette thèse, hein, qui disent que c'est la première fois que cet enfant s'est présenté là-bas et que voilà, ça c'est un incident, quoi. Oui, un incident qui a dégénéré et qui a créé, qui a mis le feu. Hein. C'est le cas de le dire. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Quand est-ce que les événements, le massacre lui-même a commencé? Comment a-t-il commencé et combien de temps ça a duré? Alors, les massacres commencent le 20, le 20 décembre, c'est-à-dire au lendemain de l'incident. Voilà, de l'incident. Et là, ça commence dans le quartier, le fameux quartier de Mahabibo. Vous vivez la communauté comorienne. Oui, et à Mahabibo, nous avons la mosquée de vendredi, une grande mosquée où le Comorien se retrouvait. Et il y avait aussi le commissariat de police. Ce qu'on nous avait raconté, c'est que le premier Comorien qui a été assassiné au commissariat de police. Par la police? Pas par la police. Une police laxiste que les autres qualifient de complice. D'accord. C'est là où on voit un petit peu la dangerosité et la complicité de cette affaire. Et le Comorien, il a été arrêté par la police ou s'est rendu lui-même à la police? C'est rendu lui-même à la police, où il y a ceux qui disent qu'il a été conseillé de se rendre à la police pour qu'il soit protégé. Donc il s'agit du Comorien qui a fait... qui a barbouillé l'enfant. Et là où les choses dégénèrent, c'est que les Betsy-Rebecca sont présentés devant le commissariat de police, ils demandaient à ce que le Comorien soit livré, qu'il soit lynché, et du coup, ça dégénère, et il y a ceux qui affirment que ce Comorien a été assassiné sauvagement au cœur même du commissariat de la police de Mahabibo. Et après, voilà, c'est l'escalade. C'est l'infernal, dans des quartiers comme l'abattoir. L'abattoir a été incendié, saccagé. L'abattoir, c'est là où vivait une grande partie des grands Comoriens, des gens des villes comme Ikoni, Okazi, de Funguni. Donc, quelques grandes villes de la Grande Comore qui étaient représentées là-bas. Oui, à Majunga. Quand il commence à... Alors, je termine, hein, parce que là, il y a eu Manga aussi. Manga, le quartier Manga vivait des Anjouanais. Il y avait des Anjouanais, et cette communauté anjouanaise, à l'époque, se disait que, voilà, vu que ce n'est pas un enfant, un Anjouanais, peut-être, ça va s'arrêter au niveau de l'abattoir. Et là, il y a eu une mauvaise appréciation de la situation, parce que Manga a été finalement incendié par cette embrouille soutenue par les Betsy-Rebecca. D'accord. Mais quand ces événements commencent, la communauté comorienne, là-bas, comment réagit-elle? Pourquoi ne fuit-elle pas ou ne se défend-elle pas? Alors, il y a eu des communiqués, il y a eu des communiqués qui montraient que voilà, les Comoriens doivent rester chez eux. Ils ne doivent pas sortir. On a recueilli un témoignage, mais qui est important et triste, hein, du Cheikh Mansour, le grand Cheikh Mansour du Koni, qui lui vivait à l'abattoir, qui nous disait que nous, on nous a empêchés de se défendre. D'accord. Mais quand il dit on, c'est qui? Oui, c'est-à-dire que la personne qui a diffusé les communiqués et tout, c'est pas connu, c'est pas... cette situation est floue. En tout cas, ce qui est sûr... Les communiqués étaient faits par quelle voie? De presse, de la radio, la télé, des gens, des rumeurs? Il y a ceux qui avancent la thèse suivante, c'est-à-dire que de communiqués
comment dirais-je, oraux, hein, parfois, voilà, du bouche à oreille. Hein, c'est une rumeur, quoi. Il n'y a pas de communiqué officiel, oui, une faute quand même, c'est pas la télé. Oui, une forte rumeur hein, qui a fait que les Comoriens, tout le bloc comorien est resté chez eux, chez lui. Donc ils sont enfermés pour se protéger. Ah oui, ils se sont enfermés pour se protéger, notamment à l'abattoir, à Mourafine et dans d'autres endroits, à Tsararan, et j'en passe. D'accord, ok. Et les événements ont commencé donc le lendemain, dès le matin, ils sont arrivés. Oui, ils ont commencé à les massacrer et ils avaient un code, hein, le nom de consonance musulmane veut dire comorien. Donc les Comoriens sont descendus dans les bus, hein, dans les transports en commun, ils étaient lynchés, massacrés, il y a eu des viols, autant d'atrocités. Hein. On parle aussi de mutilation. Oui, des mutilations. Moi, il y a le frère de quelqu'un qui a été mutilé. Et puis il y a eu aussi l'enfant qui a été mutilé, hein, les deux bras et les deux pieds. Hein. C'est triste, c'est le psychodrame, c'est difficile à supporter, hein, ce genre de choses. Et la fille qui a perdu la parole parce qu'on lui a donné le coupe pour qu'elle puisse rester vivante, on lui a obligé de couper la tête de son propre frère. Et depuis, elle a perdu l'usage de la parole. Ouais. Et ces prises ont duré combien de jours? Combien de temps ça a duré? Alors, c'est du 20 au 22, 3 jours. 3 jours. 3 jours où on a assisté à la barbarie humaine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, à la chasse aux Comoriens vivant à Manjunga. Et on nous dit que la police qui était là assistait au massacre sans réagir. Il y a ceux même qui disent que ces gens-là, c'est-à-dire les gens de la police, alimentaient les atrocités en soutenant les criminels, les assassins. Donc il y a cette thèse, il y a plusieurs thèses. Hein. Et là je reviens à ma question du début. Que faisaient les autres communautés malgaches? Parce que là le problème il est entre les Comoriens et les Betsilebaka. Et les 18 autres... oui, c'est-à-dire que là, à Majunga même, nous avons les Betsilebaka et les Tandroui. Là où ça se complique, ce ne sont pas les Betsilebaka qui ont pris le devant, mais les Tandroui. On n'a rien, on n'avait pas compris. Parce que l'enfant qui a été barbouillé, c'est un enfant Betsilebaka. Pourquoi les Tandroui prennent le devant et il y a une explication. On a essayé de comprendre le pourquoi. C'est parce que, comme c'est une tribu quand même inférieure, facile à manipuler, laquelle est Tandroui? Les Tandroui. Quand vous dites inférieur, c'est-à-dire numériquement, socialement, socialement, les Tandroui ne sont pas vraiment estimés comme les autres tribus, et on a tendance à dire que les Tandroui sont très attachés à la notion de l'argent, donc il suffit qu'on leur donne quelque chose, hein, ce qu'on appelle les pousseurs des poussettes, voilà, des pousse-pousses. Ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc vous avez dit juste avant que les Tandroui ont pris les devants. Oui. D'accord, dans les atrocités. Oui. Mais comme les Tandroui eux-mêmes n'étaient pas concernés par l'incident de l'enfant qui a été barbouillé, vu que l'enfant était un enfant Betsilebaka, on peut penser que les Betsilebaka ont payé les Tandroui pour faire ça. Oui, il y a cette thèse. En tout cas, il y a eu de connivence entre Tandroui et Betsilebaka. D'accord. Pourquoi les Betsilebaka se sont ralliés avec les Tandroui pour procéder à ces massacres. Ce qui est sûr, les Tandroui avaient pris le devant de la scène. D'accord. Et durant ces 3 jours, quelle a été la réaction des autorités malgaches? Les autorités malgaches avaient une position bizarre, hein, parce que elles n'ont pas intervenu, ne se sont pas interposées pour essayer de ramener les gens à des bases de négociation ou de mettre J'étais absente, quoi. voilà, créer un cessez-le-feu.
à Majunga, mais au contraire, ils ont assisté, ils étaient des spectateurs. C'est ça ce qui est épouvantable, qui est difficile à supporter dans cette histoire. Et ce n'est qu'au 22 décembre que les militaires qui étaient à Diego Suarez, les forces de l'ordre qui étaient à Diego Suarez, sont venus. C'est eux qui ont mis fin au massacre. Tout juste, ils sont venus vraiment en retard, ces médecins, après la mort. D'accord. Et quoi, vous avez les chiffres sur le nombre de victimes qu'il y a eu en 3 jours? Alors, là, il y a plusieurs sources qui avancent différents chiffres. Il y a ceux qui avancent le chiffre de 150, 250, et il y a ceux qui disent que voilà, ce sont plus de 2000 quand même, qui ont été massacrés. Ça, c'est le chiffre les plus plausibles? Oui, les 2000. Si on parle de 2000 personnes, c'est quand même une, en tout cas, des plus grandes catastrophes de l'histoire des Comores. Oui, c'est la tragédie de cette immigration comorienne. C'est le point culminant de cette immigration comorienne. En tout cas, les Comoriens n'ont jamais connu ça. Plus de 2000 assassinés, livrés à eux-mêmes. C'est un génocide. 2000 personnes en 3 jours. En 3 jours. Qui fait moins de millions. Et il n'y avait pas de répit. D'accord. Ok. Et juste après ça, une fois que les forces de l'ordre de Diego Suarez sont venues mettre fin aux atrocités, que s'est-il passé après? Il restait des Comoriens là-bas? Il n'en restait plus? Alors, là, le gouvernement comorien a estimé que, voilà, il faut que ces gens-là retournent chez eux, il faut qu'ils soient rapatriés. Donc, les survivants? Oui, les rescapés de ces massacres, les survivants. Donc, ils ont vu le gouvernement belge et ce dernier leur a prêté un avion, le Sabena, c'est une compagnie belge, pour aller à Majunga et rapatrier les Comoriens. Il y a eu des bateaux, l'avion? Oui, il y a eu aussi des bateaux. Tous les moyens étaient bons à l'époque pour rapatrier un grand nombre de Comoriens chez eux. Le ministre des Affaires étrangères comorien de l'époque, M. Mouzawar Abdallah, était à Mada pour aller négocier aussi ce rapatriement. C'est quand même quelque chose, excusez-moi de vous couper, mais lorsque les forces de Diego Suarez arrêtent les massacres et que vous nous dites que les autorités comoriennes demandent ou mettent en place le rapatriement, ça veut dire quand même que les autorités malgaches n'étaient pas capables d'assurer la sécurité des Comoriens qui avaient survécu. De toute façon, tout le monde avait peur. Comment ça se fait que pendant 3 jours, on a massacré toute une communauté sans que l'autorité politique des pays réagisse? Voilà, tout le monde ne faisait pas confiance. Là, on peut dire qu'il y a dû avoir un incident diplomatique, en tout cas entre les deux pays. Les relations ont dû changer quand même, parce que là, vous parlez de 2 régimes révolutionnaires. Oui. Aussi bien du côté malgache que du côté comorien. Après que cela ait eu lieu, on rappelle que c'est Ali Soali qui était au Comore. On peut quand même penser que Ali Soali a réagi par rapport à, enfin diplomatiquement en tout cas, il y a eu une... Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue étatique entre les 2 gouvernements? Alors quand même, les relations se sont, comment dirais-je, détériorées, quand même, plus de 2000 personnes massacrées, c'était le choc. L'autorité politique comorienne ne pouvait pas faire autrement. Oui, donc, quand l'autorité malgache laisse les Comoriens partir, c'est un aveu de faiblesse quelque part. On n'est pas capable d'assurer leur sécurité, mais ça alimente la thèse selon laquelle les autorités auraient, en tout cas les autorités locales, auraient favorisé ces massacres. Mais la thèse qui était retenue à l'époque par les autorités comoriennes et malgaches, c'était la thèse du complot. C'est-à-dire que l'ex-puissance colonisatrice a alimenté, en tout cas a créé cette situation épineuse pour déstabiliser à la fois le régime révolutionnaire de la CIRAC et celui d'Ali Soali. D'accord, mais d'où vient cette thèse? Alors, en tout cas,
Ça a été, c'est une thèse qui a été corroborée hein, même par Al-Ashari qui avait fait un discours fleuve au lendemain des massacres. Hein, parce que lui, il avait l'habitude, à chaque fois qu'il y a un événement, il venait, il faisait un discours. Et lui, il a avancé cette thèse. D'accord, mais il y avait des éléments qui corroboraient cette thèse, ils avaient été armés, la France... À quel moment elle est intervenue? Parce que c'est pas la France qui a envoyé l'enfant faire ça, ni... Et c'est là où nous autres, quand nous étions à Majunga, pour faire ces enquêtes-là, on avait du mal à comprendre la thèse du complot. En tout cas, cette thèse a été défendue par des gens à Majunga. Hein. Ils disaient que voilà, pour déstabiliser la Syrie, Al-Ashari, l'ancienne puissance colonisatrice, a créé cette situation. D'accord. Ok. Revenons aux survivants. Donc, les Comores, avec l'aide de la Belgique, rapatrient les survivants en grand nombre. Vous avez des chiffres sur ça? Alors, il y a eu 17 000. 17 000 rapatriés. Ouais, rapatriés, dont 1200 rapatriés vers Mayotte. D'accord. Donc, les rapatriés, ce qu'on appelait à l'époque les Sabénas. Hein. Donc, Mayotte, elle est encore française à cette époque? Bien sûr. Parce que là, je le propose à préciser dans 1200 Mayotte. Voilà, vers Mayotte. Et ce qu'on appelait à l'époque les Sabénas. D'accord. Hein, ces gens-là, quand ils sont rentrés aux Comores, ils étaient quand même bien accueillis. Et bien sûr, il y a eu aussi des difficultés d'intégration parce qu'il y avait ceux qui étaient restés fort longtemps à Majunga. On imagine qu'il y avait qui étaient nés là-bas, qui avaient connu... Oui, les Anatanes. Donc, et du coup, le Comorien de Comores, il les avait surnommés les Sabénas. Hein, c'est un petit peu... même nom d'accompagnie qui les rapatriés, c'est comme les Kundali. En ce qui concerne la révolution des Zanzibar en janvier 64. Hein. Donc c'est une façon un petit peu de les indexer. Voilà. Mais ils étaient quand même bien accueillis. Bien accueillis, il y a certains qui n'étaient pas du tout bien accueillis. Hein. C'est-à-dire, il y avait un rejet, pourquoi? Il y avait certaines familles qui ne pouvaient pas, qui avaient du mal à accepter cet accueil, à les accepter, mais en général, tout le monde les a accueillis, hein, et puis il y avait un mot d'ordre du régime révolutionnaire, hein, qui disait que voilà, toutes les familles doivent s'y mettre. D'accord, donc c'était pas seulement les familles, il y avait pas, quand vous parlez de famille, c'est pas forcément, on ne prenait pas en compte seulement le lien de parenté, c'est que moi par exemple qui suis né à Majunga et qui suis rescapé, je pouvais aller chez vous, hein, que je connais pas du tout. Voilà, il y avait ça. Mais qui décidait de qui allait chez qui? Oui, il y avait un comité d'accueil. Il y avait un comité d'accueil qui a été composé par les gens issus de ces comités révolutionnaires. Mais en tout cas, c'est un moment de cafouillage, hein, parce que le régime révolutionnaire, là, il fait presque un an, hein, depuis Al-Ashari accède au pouvoir en janvier 1976, les massacres ont eu lieu en décembre, hein, un an. Ouais, c'est presque un an. Donc les choses ne sont pas vraiment mises en place. Mais il y avait, sauf qu'il peut, des comités qui étaient créés à très vive allure pour essayer de remédier à la crise. Oui, mais sinon, il y avait ceux qui connaissaient déjà leur famille et qui préféraient aller chez eux. Donc on peut dire que généralement, ils étaient bien accueillis. Voilà. D'accord, ok. Donc, parce qu'il y a eu quand même 2000 victimes. Oui. Qui ont été rapatriées ou pas? Les corps? Les corps. Non. Justement, et c'est le point triste de cette histoire, parce que nous, quand on nous a parlé du chiffre, c'était difficile à comprendre, et quelqu'un nous a amenés au cimetière d'Antani Massage pour aller voir si on peut trouver une trace d'une fosse commune, là où on les a enterrés. Et c'était vraiment très difficile parce qu'aucune présence
quelque chose qui montre que voilà, des gens ont été enterrés dans ce cimetière. Mais les tombes sont quand même... C'était une fosse commune, des tombes... ça ressemble à quoi? Ça ressemble... la fosse commune était fausse. Hein. Voilà, parce qu'il n'y avait rien, en tout cas, qui atteste la présence d'une sépulture ou quelque chose qui montre la présence qu'il y a eu des gens qui ont été enterrés dans ce cimetière. D'accord. Et je reprends la question. Donc, après que les Comoriens soient rapatriés, quelle a été l'attitude du gouvernement malgache? L'attitude du gouvernement malgache, c'était d'essayer de calmer la situation, de reprendre les relations avec les Comores. Et selon... les autorités ont-elles présenté des excuses publiques? Oui, ils ont présenté des excuses auprès des autorités comoriennes. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Donc ça n'était pas le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mouzawar Abdallah, lui, il a dit que voilà, même Ratsiraka, il a dit que voilà, ils sont fautifs. Hein. Mais c'était quoi? C'est des excuses publiques? Parce que si c'est public, là tout le monde est au courant, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le confirme. D'où l'existence, mais voilà, du livre blanc, qui consistait à mettre les Malgaches sur, comment dirais-je, à reconnaître leurs responsabilités, face à leurs responsabilités dans ce massacre. Donc le livre blanc qui montrait que voilà, il faut que les Comoriens rapatriés soient indemnisés, et cela n'a jamais été fait. En tout cas, en ce qui concerne le régime d'Ali Soilih, lui n'avait pas reçu de l'argent pour indemniser les victimes. Ils ont fait avec les moyens de bord. Hein. Donc l'État comorien s'est débrouillé tout seul? S'est débrouillé tout seul. Mais ce livre blanc a-t-il réellement existé? Oui, il a existé, mais nous on ne l'a pas vu parce que quand on a terminé à Majuinga, les enquêtes, nous sommes allés à Moroni. Et c'est là où on a eu la rencontre avec Mouzawar Abdallah. Et lui-même il dit que ce livre a existé. Mais nos successeurs ont pris le devant et c'est à eux qu'il faut leur poser la question. Parce que quelque part, la position du gouvernement qui a succédé à Ali Soilih était, comment dirais-je, endosser la responsabilité à Ali Soilih. Donc il disait, nous on sait rien. On ne sait rien, c'est deux régimes révolutionnaires, c'est Ali Soilih qui était au pouvoir, donc s'il y a eu un massacre, c'est son affaire. D'accord, ok. Donc là, au début, vous avez commencé par dire que l'État malgache a présenté des excuses. Oui. Mais quand, ma question, pour être précis, les excuses, elles étaient publiques ou ça a juste été quand est-ce que, parce que si c'était public, tout le monde l'a su, ça a été fait par soi. Par voie radiophonique. Wow. Non, en tout cas, en ce qui nous concerne... Parce que là, si autrement, on n'est même pas sûr qu'il y ait des excuses. En ce qui nous concerne, on n'a pas trouvé une bande qui montre que l'État malgache s'était excusé d'une façon officielle et que ce message soit diffusé sur les ondes de la radio Comore. Non. Mais tout le monde nous a dit que voilà, l'État malgache s'était excusé par rapport... Même la communauté comorienne sur place, enfin les survivants, ils ont confirmé ça. Oui, il y a des Comoriens à Majuinga, et même aux Comores, qui n'ont pas retourné à... voilà, et qui disaient que voilà, l'État malgache s'en est excusé. Et parce que l'État malgache s'en est aussi rendu compte que l'économie de Majuinga a connu un coup. Suite au massacre. Oui, après le massacre. Parce que c'est les Comoriens. Oui, parce que Majuinga était vidé de sens. Majuinga, tu as le quartier, vous avez le quartier de l'abattoir, de Manga et Majuinga B, chez les Karans, c'est-à-dire chez les Indiens. Et là, du coup, quand la communauté comorienne est partie, Majuinga est... Sachant que c'est eux qui détenaient l'économie. Voilà, des consommateurs, des travailleurs. Et du coup, l'État malgache s'est rendu compte que ce qui a été fait n'était pas du tout, en tout cas, à leur bénéfice. D'accord. Et l'État comorien, comment a-t-il réagi? Il a rapatrié et puis quoi? Il a exigé des excuses. Quelle a été sa politique envers l'État malgache?
Alors, Parce que là, il y en a quand même qui sont retournés après. alors qu'ils sont retournés, c'est-à-dire que Ali Swali, lui, pour lui, la thèse du complot, en tout cas, était soutenue par son régime. Hein. D'accord. Et voilà, c'est une façon de nous déstabiliser. Et je pense que c'est aussi Ratsiraka qui a développé hein, cette thèse, en montrant que là, nous sommes en période de guerre froide. Nous sommes des révolutionnaires, vous aussi, hein, dans l'océan Indien. Donc la France qui nous a quittés et qui vous a aussi quittés, Essaie de nous dire ça. elle a intérêt à nous déstabiliser. Et le peuple comorien, parce que là on a parlé d'État, mais le peuple comorien c'était quoi son. Non, mais vis-à-vis du peuple Le malgache? peuple comorien, c'est abstrait, hein, ce que vous dites là. Parce que le peuple comorien, c'est un concept qui est abstrait. C'est-à-dire Hein, c'est-à-dire que ce peuple est représenté par des autorités. Nous, voilà, les citoyens, ils ont des versions diverses et variées. Hein. On se contentait aussi de les interviewer, d'avoir, par exemple, Moi je parle du peuple comorien aux Comores. au Comores, bien sûr, ces gens-là n'ont jamais compris hein, la position du gouvernement malgache hein, et même la position du gouvernement comorien révolutionnaire. Il y avait ceux qui avançaient la thèse que Ali Swali, comme il voulait de la main-d'œuvre, hein, il avait intérêt à ce que les choses soient déstabilisées à Majenga pour que les Comoriens retournent chez eux. Donc Et c'est le flou complet. voilà, il y a autant de thèses, mais ce qui est sûr, 2000, ce que nous avons essayé de retenir, Comoriens ont été massacrés durant 3 jours. D'accord. Et il y a quand même des Comoriens qui sont retournés là-bas, Bien sûr, juste après. oui. Comment on peut l'expliquer ça? Comment on peut le comprendre en tout cas? Non, Ils n'avaient pas peur pour leur vie ou c'est quoi? moi, je vais prendre l'exemple précis de mon ami qui est d'Ikoni, de la mère de Chantal. Elle dit que ici je suis une Penzaka, c'est-à-dire une reine. Donc là-bas, à Majenga, elle a retrouvé sa maison et tout. Donc, à l'époque, en 90-92, il y avait ces familles-là hein, qui sont déjà réappropriées l'abattoir. Pas comme avant, hein, parce que quand même l'abattoir a connu une secousse énorme. Donc, ces gens-là disaient que non, on n'a pas. Chez eux, c'était là-bas. On n'a pas notre place là-bas, chez vous, là. Hein, nous, Donc ils sont plus malgaches. ah ouais, nous sommes, voilà, C'était et comme eux, ce sont des gens qui avaient le concept du Mkarakara Bomahaj, ou le Mkarakara, c'est-à-dire le système de la débrouillardise, hein, qui avait introduit ce système aux commandes, parce que comme ils étaient livrés à eux-mêmes, quand ils étaient rapatriés, ils étaient obligés de vivre, donc ils étaient obligés de faire face à l'adversité pour survivre. Donc ils ont créé des petits garages, il y avait ceux qui fabriquaient des marmites à base de la terre. Voilà le système du... Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces enquêtes? Parce que là, depuis déjà, vous dites nous c'est qui? Il y avait un collectif, c'est... Alors, moi j'étais à Majenga, j'étais dans le cadre de mes études, et je rencontre mon ami, un ami, Ali Afand, le docteur Afand, et qui m'a présenté une étudiante de l'INALCO, de l'Institut de langue et civilisation orientale, qui s'appelle Marie Selton. Cette dernière travaillait son mémoire de maîtrise. Et l'intitulé m'a intéressé, le Routaka de 76. Et Dr Afant m'a dit, Ibrahim, tu peux lui donner un coup de main en ce qui concerne les enquêtes et tout. Et c'est comme ça comment moi aussi je me suis lancé pour faire le tour de Majenga à la recherche des informations concernant le Routaka. D'accord. Et aujourd'hui, 40 ans après, parce que là ça fait 39 ans pour être précis, mais bientôt 40 ans, 76 à aujourd'hui, c'est ça? Oui. C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous pousse à parler de ça aujourd'hui? Ce que je veux dire, la question c'est, ne craignez-vous pas, parce qu'il faut bien expliquer la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Comoriens qui sont retournés là-bas, tout comme il y a des Malgaches qui sont venus s'installer au Comores. On arrive à la fin de notre émission, mais j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, aujourd'hui, à parler de ça 38 ans après? Parce qu'il faut donner la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Comoriens qui vivent à Madagascar, et beaucoup de Malgaches qui vivent au Comores. On a même l'impression que c'était fait, parce qu'au début on avait plus ou moins compris qu'il y avait un peu le Madagascar, c'était l'Eldorado des Comoriens. Aujourd'hui on a l'impression même que ça s'est inversé, que les Comores sont devenus l'Eldorado des Malgaches. En tout cas, beaucoup de Malgaches vivent aux Comores.
se sont mariés aux Comores, ont fait des enfants et travaillent, hein, ils sont intégrés, ils font quand même partie de l'économie, ils ont une grande part dans l'économie comorienne aujourd'hui. Quand vous parlez de ça aujourd'hui, n'avez-vous pas peur de remuer des couteaux dans la plaie, de rouvrir des blessures, ou même, voire même d'entacher la relation pacifique qu'entretiennent les deux peuples aujourd'hui? Monsieur Farouk, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est le C'est une question. Oui, bien sûr. Non, mais qui mérite d'être posée, hein, vous avez raison. Mais c'est le devoir de mémoire, c'est cette notion noble qui consiste à se référer au passé, sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ces deux communautés, malgaches et comoriennes à Majunga, elles vivent ensemble. En 92, là, ils ont déjà commencé à reprendre une façon de vivre ensemble, une coexistence presque pacifique. Presque. Oui, presque pacifique, parce qu'il y avait quand même quelques poches de tension ou de résistance, mais l'essentiel, c'est que ces gens-là, ils ont commencé, et ça se voit même aujourd'hui, à vivre ensemble. Et au-delà du devoir de mémoire, c'est quoi le message que vous essayez de passer aujourd'hui? Le message, c'est que finalement, c'est la barbarie humaine, c'est la cruauté humaine. Combien l'être humain peut un jour se trouver dans une, dans une catastrophe, le destin bascule dans une grande catastrophe comme celle de Majunga en 1976. C'est très important pour les générations à venir de connaître cette histoire, parce que voilà, ça fait partie de leur patrimoine immatériel. Les Comoriens qui vivent à l'étranger, ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora comorienne à l'étranger. Donc l'histoire de Majunga est très importante parce que ce sont deux communautés qui avaient appris à vivre ensemble et qu'à un moment, tout s'est détérioré. Tout s'est détérioré. Donc c'est saisissant, c'est un mois de décembre pour poignarder, quelque part le 20 décembre 1976. Donc le message est important aux générations à venir. C'est-à-dire c'est la dimension humaine. Et aujourd'hui, comment expliquez-vous le fait qu'on n'ait pas plus autant parlé de ça, que cette journée ne soit pas commémorée, qu'il n'y ait pas... Alors, parce que... Au Comores, hein, je parle parce que il y avait des arrière-pensées, il y avait ceux qui voulaient tourner la page définitivement, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas devant la mosquée de vendredi à Nabibo, que voilà, il ne faut pas raviver les querelles. Il y en a ceux qui parlaient de querelles, de 2000 personnes assassinées, ce ne sont pas des querelles. Il y a ceux qui nous ont dit que voilà, nous voulons vivre, c'est fini, c'est du passé. Et puis, il y a quand même des gens qui pensent que c'est important pour les gens. On peut comprendre que ceux qui sont restés, en tout cas sur place, tiennent ce genre de propos, puisque de toute façon, leur vie est quand même en jeu, quoi. S'ils veulent, à Majunga même, faire des commémorations, ça peut être dangereux, mais au Comores. Voilà. Et moi je pense que... la population les Comoriens d'ailleurs. Parce que comment expliquez-vous le fait que les Comoriens qui sont au Comores, ou qui étaient au Comores jusqu'à aujourd'hui, ou les différents gouvernements qui sont succédés aujourd'hui. Mais vous savez, moi on m'a toujours critiqué parce que j'étais contre le système qui gouverne les Comores depuis jusqu'alors. Parce que nos gouvernants, depuis jusqu'alors, ils ne posent pas les vrais problèmes et ne s'intéressent pas aux choses nobles. Voilà, le système est corrompu. Voilà, tout ce qui est commémoration, tout ce qui est devoir de mémoire n'intéresse pas, en tout cas, les gens. Il y a d'autres préoccupations aujourd'hui. C'est à nous, là, aujourd'hui, de remettre les choses dans l'ordre, de dire qu'il est grand temps que le devoir de mémoire soit commémoré, soit honoré, parce que c'est notre passé. Donc,
les autorités politiques comoriennes, voilà, hein, elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Bon, bah, Donc je pense que aujourd'hui cette initiative citoyenne va prendre forme aux années à venir, que nous puissions célébrer, commémorer cet anniversaire qui est triste, avec les Malgaches, parce que deux peuples qui sont condamnés à vivre ensemble, main dans la main, hein, les Anatanes et les autres qui ont appris à partager des choses ensemble, qui sont nés sur le même sol. Donc on ne peut pas les séparer. Au contraire, aujourd'hui, il faut avancer tout en sachant qu'il y avait un moment où les choses se sont détériorées. On pardonne mais on n'oublie pas. Voilà, l'oubli est l'ennemi premier du devoir de mémoire. D'ailleurs, il y a un chanteur qui a dit que Ekambode, Mkomori Kanakiso. En parlant du. C'est Salim qui a dit. Oui, c'est Salim Ali Amir. Voilà, l'expression est juste. D'accord, ok. Bon, bah, docteur Ibrahim, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Je pense que ça a son importance, en tout cas à la veille de la commémoration des 40 ans, parce que l'année prochaine, le 6 juillet, sur le 15 prochain, nous fêtons les 40 ans d'indépendance. Donc je pense que ça rejoint en tout cas une démarche que beaucoup d'associations et d'amis à nous, Uhuru Komori par exemple, à qui je pense, qui est dans le mouvement, en tout cas dans le but de nous réapproprier notre histoire et notre identité. Hein. Donc merci beaucoup d'être venu chez nous et nous espérons vous voir très très bientôt chez nous. Merci bien à vous. Voilà, espérons que ces émissions continuent à exister et à faire vibrer, quoi. Donc, merci beaucoup.